une stratégie de conservation du pouvoir, de préservation et de promotion d'un ensemble d'intérêts qui sont des intérêts globaux, hein, de puissants intérêts. Ce pas des intérêts, ce ne sont pas des petits intérêts, ce sont des grands intérêts, de gros intérêts, et qui est au cœur du mondialisme ambiant dans le monde. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, je prends l'exemple. Lorsque les Américains viennent vous dire, concernant l'Irak, que Saddam Hussein avait les armes de destruction massive. Oui. On a voilà. Cette voilà. Et comme montre que M. Colin Powell vient devant l'ONU, le monde entier, il présente une fiole. Mais après, il s'ensuit le renversement d'un État, la destruction d'une nation et la pendaison d'un chef d'État de millions de morts. C'est passé comme ça, outre, ça ne s'est pas arrêté là. La Yougoslavie, en Libye, en Côte d'Ivoire, dans le Sahel, alors nous parlons, et en Ukraine, où on voit comment, c'est-à-dire cette logique-là a atteint son paroxysme. C'est-à-dire, les gens mentent sans état d'âme. Le mensonge est devenu un mode de vie. C'est devenu un mode de vie. Les gens n'ont aucun problème. Mentir est leur propre fond. Et ils en ont fait une stratégie politique. On a créé une géopolitique du mensonge. Une géopolitique du mensonge. Ça se voit en Ukraine. Vous voyez jusqu'aujourd'hui comment le déni européen sur les faits en Ukraine, ça se passe de commentaires. On a même vu ça dans le monde. Des gens sont. Vous avez vu les généraux de plateau? Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à venir dire des bêtises sur l'Ukraine. Sans état d'âme. Parce que ces gens croient qu'un narratif bien construit, un mensonge, une sophistique mensongère, évidemment, bien construit, bombardé comme bombarde, de façon répétée, n'est-ce pas? Oui, on bombarde de façon répétée, finit par s'imposer. En fait, il s'agit de créer la réalité. La réalité comme on la crée et on l'impose. Donc, le Cameroun est depuis un bon bout de temps, depuis quelques années, est devenu la cible de cette dynamique-là. Elle s'est tropicalisée dans notre pays. Ça s'est vu depuis 2018. Toute la galaxie basse MRC use de cette stratégie-là, évidemment sur le parrainage de la France, qui est en la matière leur maître. Ils usent de ça. Et on l'a vu à l'œuvre à la faveur de la dernière élection présidentielle. Effectivement. Voilà, au cœur de cette stratégie, vous avez les influenceurs. Ah oui. Et vous savez dans quel état ça a failli mettre notre pays. On vient de loin, on n'en est même pas encore sorti, pas du tout. Donc, on y est. Et il est évident que, comme c'est la même galaxie qui est à l'œuvre, n'est-ce pas, elle a donc profité de la mort, du décès du lycée Akenien, de la lycée Akenien, pour passer à un autre niveau de cette expérimentation. Donc, c'est tout ça qui explique toute la clameur, le vacarme, tout le bruit qui est organisé autour du décès d'Anissé Kané par ce que tout le monde, par ceux-là et celles-là qui sont aujourd'hui connus. Je peux le dire avec d'autant plus que je sais de quoi je parle. Quand on parle d'Anissé Kané, j'ai une légitimité pour parler de lui qui est incontestable. D'ailleurs, nous voulons revenir sur le passé que vous avez vécu. J'ai dit, quand il s'agit de parler de lui, à ce niveau-là, d'abord, je connais tous ceux qui s'agitent là autour du décès. Je les connais. Je connais leur mentalité. Je sais ce qu'ils valent en termes éthiques, en termes d'honneur. Je sais ce qu'ils valent. Tout le monde sait que mes relations avec Anissé Kané étaient de très très bonnes relations, malgré ce qui s'est passé quand j'étais devenu président du Mali. Tout le monde le sait. Tous ceux qui me suivaient sur le plateau, quand j'ai eu l'honneur de me trouver sur un plateau avec lui, je ne manquais pas de lui rendre les honneurs qu'il méritait. Je n'ai jamais cessé de rappeler, chaque fois que l'occasion se présentait, qu'il avait tenu ma main et qu'il a beaucoup contribué à ma formation politique. Je n'ai jamais cessé de le faire. C'était pour rappeler les faits, M. le Président. C'est évident, puisque tout le monde vous a vu aux côtés d'Anissé Kané. Vous allez comprendre pourquoi je convoque ça. Vous allez comprendre pourquoi je convoque ça. Je vous rappelle, il y a un fait qui s'est passé il y a quelques années, lors d'un prix, c'est devenu depuis organisé par Jolie Koum, journaliste. Peace Media Award. Peace Media Award, très bien. Jolie Koum qui a officié à Canal 2 pendant des années. Qui a fait beaucoup de... Voilà, c'était un prix qui avait connu, c'était un très grand prix. Parce que je joue là à l'hôtel, je crois que c'était à l'hôtel Hilton, si je ne me trompe pas.
En tout cas, il y avait toute la jet set de Yaoundé. De ce président, je crois. Je vu les ministres jouer. Des ministres présents, les intellectuels. C'était une très grande cérémonie. D'ailleurs, je vais vous amuser un peu, mais pas du tout. Hein. C'est sérieux. C'est à cette occasion qu'on a lancé la carrière du jeune Cabral de Biya à l'époque. Désormais président du PCRN, candidat. Sa carrière, on l'a lancé là parce qu'il avait reçu un prix, le meilleur jeune politique. Je ne fais aucun commentaire dessus, mais c'est un fait. Donc, j'avais reçu le prix à l'époque du meilleur prix panafricaniste. Voilà, à l'époque. Et Anissé, quand elle était dans la salle, je lui ai dédié ce prix, à la grande surprise de la salle, qui se souvenait de nos antécédents. Il était surpris, je lui ai dédié ce prix. Je lui couvais vivant. Imaginez le choc, monsieur le président, oui. Beaucoup dans la salle. Oui, il y a eu un choc parce que les gens ont gardé dans leur esprit que non, la manière dont, je suis parti du Malidem, bref, les blessures n'étaient pas guéries. Oh, ben pour moi, il n'y avait jamais eu de blessure. Mais camarades du Malidem ils savent comment je me comporte. Je n'ai jamais, de près ni de loin, participé à une quelconque campagne de dénigrement de mon ancien parti et du président du CKN. Alors, à l'époque, quelle démission du Malidem, mes anciens camarades savent que j'ai été approché par des médias qui ont pignon. On m'a fait des offres très alléchantes en me demandant de mettre à leur disposition les secrets du parti en général et les secrets liés à la crise. Les témoins sont vivants. Hein. J'ai décliné ça avec une violence extraordinaire. Donc, je veux dire que je sais ce qu'on appelle honorer quelqu'un. Vous avez dans la justice comme un homme d'honneur alors? Je sais ce qu'on appelle honorer quelqu'un, malgré les divergences. Je sais. Donc, j'ai partagé tous les combats du président Nissé Kane. J'étais l'homme à tout faire du président Kane. Qui peut contester ça? Tous ces combats. Or, lorsqu'Nissé Kane était au front dans tous ces combats, tous ces gens qui aujourd'hui sont en première ligne pour faire du bruit autour de son corps, le combattaient. Ils étaient contre ces combats que nous avons menés à l'époque. Que ce soit dans le cadre de la fête de Panda, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement des bersécuneurs, alors que leur métier commençait dans notre pays et il y avait des problèmes très sérieux quant à la reconnaissance de leur métier. Le combat pour le relèvement du secteur énergétique dans notre pays, en particulier la campagne anti-délestage, etc. Tous les combats qu'on a menés, tous ces combats-là, on les a menés. Tous ces gens qui aujourd'hui tournent autour de son corps n'ont jamais pris. Au contraire, ils nous combattaient. Ils combattaient ces combats-là. Ils se sont dressés contre ces combats. Ils n'ont jamais été dans les combats du président Nissé Kane, tous ces gens qu'on voit là aujourd'hui. Donc, vous voyez très bien que on ne peut pas crier avec des gens comme ça. On ne peut pas crier avec des gens comme ça. Vous écoutez, on est dans la récupération politicienne. Alors. Mais c'est plus que ça. C'est d'une indécence extraordinaire. Tous ces gens qui crient aujourd'hui, qui font semblant, qui ont découvert que Nissé Kane était un grand homme, etc. Mais c'est eux qui le poignardaient hier. Tout récemment encore, sont eux qui le poignardaient. Ils n'ont découvert Nissé que lorsqu'il était utile pour porter leur candidat, etc. Ou lorsqu'il était utile pour accompagner M. Tchourouma. Oui. Ben, nous avons passé toute notre vie. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, quand je vois toutes ces agitations, je suis très attristé et j'admire le courage. Je suis frappé par le courage de ces gens qui font feu de tout bois, ils ne reculent devant rien pour faire avancer leur agenda politique. Donc, pour revenir à votre question, il y a un problème de qualité qui s'impose. Tous ces gens qui racontent disent que bon, il a été assassiné par l'État camerounais, ils n'ont amené aucune preuve jusqu'à présent. Alors, tout à l'heure, on parlera de l'Union européenne, on va démontrer comment. Nous allons vous démontrer que l'Union européenne. Vous savez, bon, les gens sont dans les relations de clientélisme géopolitique, ils sont dans les relations d'argent internationaux au service de la prédation internationale. On peut comprendre que l'Union européenne vole au secours de ses agents. Mais
On y reviendra. Mais jusqu'à présent, qu'on apporte la preuve des accusations aussi gravissimes doivent être accompagnées de preuves irréfutables. Pour l'instant, le président de la République a dit, OK, moi, presque une enquête. Nous attendons cette enquête-là pour voir si effectivement le président Nissé Kane a été assassiné ou bien il est mort naturellement. Monsieur le président Manakani, en attendant dans l'enquête, nous allons... Donc, pour moi, j'ai fait la part des choses. Je fais la part des choses entre le décès du président Nissé Kane et l'agitation de toute cette engeance que je qualifierais de vipère que je vois s'agiter autour pour récupérer. C'est pas la même chose, hein. La famille du défunt est dans son rôle, sa famille biologique, on se connaît. Ils savent qui est le président Manakani, on se connaît très bien. Je le connais, j'ai une pensée pour son fils, le docteur Mouna, pour Moukoudi, Sankara, pour toute sa famille, même pour sa sœur, Marianne de Kanye, qui certainement est peinée et qui comprend très bien mon silence. Donc j'ai une pensée pour elle, pour toute la famille. Donc, mais il faut faire la part des choses entre la famille biologique, hein, qui pleure, un de leurs qui est parti, dans des conditions difficiles, et les professionnels de la récupération politique qui, comme des charognards en quête de cadavre, n'hésitent pas, sous couvert de rendre hommage, d'élever quelqu'un, mais en fait de profaner sa mémoire. Parce qu'ils n'ont jamais partagé ces combats politiques. Voilà. Monsieur le Président, vous avez donc rappelé tout à l'heure, vous avez fait 10 ans auprès d'Anissé Kane, vous avez été même au sommet de ce parti, le Manidem, vous avez été président du Manidem, ça c'était en 2009. Vous connaissez très bien l'homme. Quelles sont, selon vous, les grandes phases de votre parcours militant au sein du Manidem, présidé par Anissé Kane? Oh, est-ce qu'il faut l'appeler? Mais tout le monde sait que j'ai parcouru tous les échelons. Président de sous-section, de section, de j'ai parcouru tous les échelons jusqu'à devenir le président. National, démocratiquement élu. Mais clair et net. Vraiment, Cameroun, démocratiquement, clair et net. Clair et net. Donc j'étais secrétaire général, j'avais été élu à l'unanimité. Hein. J'ai été élu à l'unanimité secrétaire général de Manidem à l'époque. Plébiscite à l'époque. C'était un plébiscite. Donc j'ai gravé tous les échelons de ce parti, aux côtés du président Nissé Kane. Je garde de cette phase de ma vie le moment le plus intense de mon parcours militant. Le moment le plus intense. À l'époque, dans les années 2001 jusqu'aux années 2010, la plupart des hommes politiques camerounais avaient abandonné le militantisme, l'action sur le terrain, parlons comme ça, le mouvement social, la rue, par la force comme ça. Tous avaient abandonné ça. C'est le Manidem qui était au front. Commandement opérationnel, 9 de Bepanda, parce qu'il faut distinguer commandement opérationnel et 9. Les gens ont tendance à confondre les deux. Ouais, il y a d'abord l'action du commandement opérationnel et puis il y a l'affaire des 9 de Bepanda qui va permettre le démantèlement du commandement opérationnel. Mais bien avant, on était en première ligne, on a croisé le fer ici avec un certain préfet de l'époque, un certain Minja, préfet Minja. On a croisé le fer ici avec lui. Parce que sur le principe même, déjà à l'époque, sur le principe du commandement opérationnel, donc on était en première ligne. Je crois qu'il y a eu une affaire à l'époque, je ne sais pas si je me souviens. Ça va être l'affaire Bassile-King. Je crois, c'était l'affaire Bassile-King à l'époque, qui a précédé le commandement opérationnel, qui a précédé l'affaire de 9 de Panda. On était en première ligne. Nous avons toujours été en première ligne pour dire non au commandement opérationnel. Avant la grande affaire de 9 de Panda, c'est cette affaire-là qui va favoriser l'avènement du code de procédure pénale au Cameroun. Parce que les gens ont tendance à vouloir donner des noms, attacher des noms à ce grand acquis, à ce grand acquis, je le dis, dans notre pays, en oubliant le contexte qu'il a favorisé. C'est l'affaire de 9 de Panda. Donc, l'action du Manidem autour du président Kane avait propulsé cette affaire et en a fait une affaire internationale.
l'ONU s'en était saisie, etc. Ça a débouché sur de nombreuses réformes, même au sein de l'armée camerounaise à l'époque. Et derrière cette affaire, avec beaucoup d'autres affaires, il y avait de grands dangers politiques au Cameroun. Certains ont même dit que ça avait caché un coup d'État. Oui, un coup d'État. Parce que. Ça a été éventré, je suppose. Oui, l'affaire il faut se remettre à l'époque pour comprendre de quoi l'ampleur de cette affaire. C'était l'homme qui est devant vous, on s'est assis au bureau comme ça du Malidem, aussi le Malidem, c'est nous qui avons, et c'est moi qui avais donné le nom C9, comité des 9, et à l'époque, j'avais vu un homme extrêmement courageux. Parlez qui, monsieur le président? Anissé Kane. C'est pas le genre d'homme, de leader politique qui, c'était pas un lâche, qui tremblait, il était devant. Quand il fallait marcher? Devant. Première ligne. Première ligne. Oh, il fallait être, comme on dit, garçon à l'époque pour aller marcher avec Panda. On a envoyé la police, nous avons dépassé la police, on a envoyé l'armée. Hein. Et je me souviens ce jour où Anissé a été bastonné à mort. C'était devant moi comme ça. Et à l'époque, j'avais été évanoui, j'avais reçu en plein visage la pompe d'eau là. Les bombes lacrymogènes. Non, la pompe d'eau, il y avait l'avion, la voiture qui pompait l'eau. J'avais reçu ça en plein visage, je m'étais d'ailleurs évanoui. C'est la population de Panda qui m'avait recueilli et qui avait pris soin de moi, au point où l'armée avait même couru que j'étais. Oui, que j'étais mort, il avait disparu. Anissé a été tabassé à mort. À mort. Et c'était héroïque ce qu'il avait fait. C'était héroïque. C'était héroïque, le Panda. Tellement c'était héroïque au point où, après cette affaire, quand les policiers ou les militaires passaient devant le siège de Palais, ils s'arrêtaient dans la voiture et ils faisaient le chapeau. Tellement ils appréciaient, ils étaient frappés, ils disaient, ça, ce sont des gens, ça. Courage, le courage. Le courage. Pareil avec l'affaire le comité anti-délestage. C'était le même héroïsme. Je ne vais pas vous citer d'autres affaires où Anissé a fait montre d'un courage extraordinaire. C'était un vrai général qui était au front et qui était devant les troupes. Donc j'ai gardé de cette période-là, c'est un des meilleurs moments de militantisme. Le militantisme, ça a été un moment où nous avons élevé le mouvement social au Cameroun à un niveau qu'il n'a plus jamais atteint. Aujourd'hui. Il n'a plus jamais atteint. À l'époque, le Malidem était le parti le plus en vue dans ce pays. C'était le parti le plus en vue. Par les combats qu'il menait. Par les combats qu'il menait, les prises de position du président Anissé Kane, dans les commissariats, les affrontements qu'il fait. Quand je vois aujourd'hui certains parler du droit de l'homme, moi ça me fait rire. Anissé ne parlait pas. Anissé n'était pas un commerçant des droits de l'homme. Il n'a pas créé une entreprise pour vendre le droit de l'homme à l'Union européenne et s'enrichir. C'est pas ça. Lui, il était sur le terrain, affrontant les commissaires, il était dans tous les commissariats quand quelqu'un avait un problème personnel. Mais le Malidem était comme une clinique à l'époque. C'était une véritable clinique sociale. Oui. Les gens venaient, ils avaient des problèmes, on se levait, on allait affronter des commissaires, etc. Je ne sais pas compter le nombre de marches que nous avons organisées. Chaque fois qu'on avait marche, Anissé ne perdait pas son temps à écrire au préfet. On ne perdait pas le temps à écrire au préfet. On ne l'écrivait pas. On disait au sous-préfet ou au préfet, viens faire ton travail, non fait pour nous. Sur le terrain. Sur le terrain. De la marche. Oui, et moi j'étais à côté. J'étais l'homme à tout faire. À côté. Donc, quand les policiers arrivent, on s'affrontait. Ce qui arrive, arrive. Nous, on ne voulait pas se plaindre que non, donner l'autorisation, tout ça est consort. Nous, on avait bien lu la loi. On a compris l'esprit et la lettre de la loi. Vous savez que la loi était... Non, l'esprit et la lettre, on ne peut pas demander à un sous-préfet ou à un préfet de ne pas faire son travail. Mais nous, on était là sur le terrain pour les affronter. Donc, ça a été des moments d'intense militantisme dans ce pays, en général. Et pour nous, qui étions au Malidem, c'est là-dedans que je me suis formé. Je me suis formé à tout. J'ai approfondi mon militantisme, j'ai approfondi ce qu'on appelle la connaissance de l'action militante, le travail de terrain, la gestion des manifestations, là d'affronter les forces de l'ordre, même des autorités. Vous savez, moi, jusqu'à un certain niveau, à une certaine période, on m'appelait terroriste. Hein. Ça vous avez dit terroriste? Oui, dans l'administration locale, la Douala, le littoral. Oui, moi, j'étais étiqueté comme un terroriste. Du fait de vos
mon courage, mon engagement dans les manifestations, tout ça. Un dangereux pour la nation. Oui, non, c'est une période. Oui, à l'époque, quand j'avais été reçu à l'époque pour la première fois par le gouverneur Fayengo, il est aujourd'hui le patron du DDR. Ben, c'était un événement. C'était un événement. Donc, pour dire que on a approfondi tout ça, mais c'est aussi avant l'essai que j'ai appris les méandres de la politique. Exactement, Monsieur le Président. La politique. Notre question était d'ailleurs la suivante, celle que vous abordez là. Quel est, au-delà du courage que vous gardez de cet homme, son testament politique? Je vais y arriver. Mais avant, je voudrais parler du... Parce qu'il y a cette dimension de sa personne qui est très méconnue. On l'a cantonné dans le rôle d'activisme. Alors, on reviendra sur les propos du ministre. Et on l'a cantonné dans l'activité parce qu'il n'a pas pu... Oui, il n'avait pas eu de succès électoraux. Oui. D'ailleurs, je voulais poser la question. On va y arriver. Non. Quand vous étiez au Manidem, est-ce qu'il y avait l'occasion d'être candidat aux élections législatives? Il a été candidat à l'élection présidentielle. Le Manidem a présenté des candidats aux élections municipales et législatives. Le débat n'est pas à ce niveau. On reviendra sur la mode qui est au Cameroun d'élever l'électoralisme au niveau de la politique et de réduire la politique à l'électoralisme. On va y revenir. Mais il n'était pas que ça. Anissé, c'était un génie politique. Vous êtes un génie politique. C'était un génie politique. En quoi, M. le Président, consiste un génie politique? Anissé Kane, en matière de formation politique, il n'y en a pas beaucoup au Cameroun qui ont sa trempe. Je dis, il y en a très peu. Je dis bien très peu. Très peu qui ont sa trempe. Quand Anissé fait ça, c'est pour faire un papier politique. Je vous assure, c'était un événement. C'était un événement. Je vous renvoie à aller lire ces textes politiques. D'ailleurs, on sait d'où venait cette formation. On sait. l'UPC originel, Wongi Massaga, Moukoko Priso, on connaît. C'était la pure crème. C'était la pure crème. Major de promotion, on peut dire. C'était la pure crème. Je ne sais pas ce mot, ce n'est pas un mot qui nous est familier, mais c'était la pure crème. Anissé Kane avait un sens politique très élevé contrairement aux apparences. L'activisme, les actions qu'il a menées et ses insuccès électoraux ont tendance à masquer sa dimension politique. C'était un politicien, je dis bien, de génie. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Dans sa génération, il n'y en a pas beaucoup. Même au Cameroun, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'était au Cameroun qu'on fonde les apparatiques devenus politiciens par décret et des hommes politiques de métier. Anissé était un homme politique de métier. Politiquement, vous n'avez... De métier. Et c'est à côté de lui que j'ai appris la politique. Les gens parlent d'activisme, non, mais ils savent pas. Le Manidem, c'était un parti politique qui voulait prendre le pouvoir. Mais simplement dans le contexte du Cameroun. Dans les conditions qu'il y a au Cameroun et dans les conditions sociologiques, etc. Oui, sociologique, on ne peut pas dire plus que c'est même anthropologique, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, voilà, j'ai gardé ça de lui. C'est à côté de lui que je me suis fait, politiquement parlant, à ce niveau-là. Alors, vous me demandez le testament politique du président Anissé Kane. L'UPCisme. Monsieur le Président, nous sommes confus parce que pourquoi? Le PCisme de nos jours a plusieurs... je vais préciser, je sais. Oui. Je sais, mais c'est pas parce qu'il y a plusieurs blancs qu'on va mentir. D'abord, tout le monde sait que Anissé a été l'acteur majeur de retour au premier plan de l'UPC dans notre pays. Si on met de côté la parenthèse des années de clandestinité, la parenthèse de 1976 avec tous ces cadres qui ont été arrêtés, Moine Gaspard, Kambedji Bongé, ils sont très nombreux, très très nombreux. Si on met ça de côté, les Tobor, tous ces consorts, même après les générations d'Aban, d'Apama, Pont Henriette, etc., c'est Anissé qui, au tribunal militaire, assume devant tout le monde qu'il est UPCiste. C'était un événement retentissant. C'était un acte héroïque. Héroïque. C'est comme ça qu'il va émerger, lui, en tant qu'acteur politique, en tant que figure majeure de
notre scène politique. C'était un acte historique. Personne ne peut le mettre en cause, l'historicité de cet acte-là qu'il a posé à l'époque. Il fallait oser le faire, avec tous les risques que ça allait avec. Effectivement. Ouais, Les risques pour était énorme. c'était dans le cadre de l'affaire Yondo Black. Il était avec les Yondo Black à l'époque. D'ailleurs, père l'âme de Yondo Black bâtonnier Yondo Black, c'est l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille, à tous ceux qui sont proches de lui. Donc, ils étaient ensemble dans le procès Yondo Black, qui était le déclencheur du retour au multipartisme dans notre pays, dans les années 90-91. Donc, vous voyez qu'il il a assumé ça. Et ça, c'est-à-dire, ça a préparé le retour au premier plan de la flamme épéciste, de la grande idée épéciste. Je parle de ça, je ne parle pas de famille qui se querellent. Moi, je n'ai pas le temps à perdre avec ça. La grande idée épéciste qui sort de la clandestinité et qui refait surface au premier plan, officiellement, auprès du grand public. On lui doit ça. On lui doit ça. Parce que les procès d'arrestation qui ont précédé, Jean Labelle 76, après les années 80, tous ces gens-là, la bande, les Touaregs, tous ces consorts, c'était un peu des récits pour initier. D'ailleurs, à l'époque, chacun sait que pour parler de l'IPC, on entrait en bas du lit. On entrait en bas du lit parce qu'on risquait sa vie. Mais à la faveur du procès Yondo Black, Anissé Kane et les autres, les compagnies, Anissé a assumé ça devant tout. Mais il faut voir la scène. Hein. Il faut voir la scène. Oui, il faut voir la scène. Hein. Donc, c'est ça le grand retour. C'est-à-dire qu'au premier plan de la grande idée épéciste, on le doit ça. Deuxièmement, par le testament politique, on a voulu confiner pour des raisons géoethniques, c'est la France et ses relais locaux. On a toujours cherché à tribaliser l'UPC. Oh, de Bassa, de Bamedeke, de tel. On a voulu tribaliser, faire une affaire. Anissé Kane, avec le mouvement Malidem, et de ceux qui ont travaillé pour sortir du pécisme de cette espèce de carcan. Ouais. Et surtout le carcan, permettez-moi, hein, Bassa, Bamedeke. On lui doit ça. On lui doit ça. Il est ethniquement du littoral. Oui, mais il n'était pas. Mais jamais il a été marqué. Oui. Jamais. Et Léon Courtois, je sais, il était très attaché à l'unité nationale. Or, l'unité, l'indépendance, l'élévation du niveau de vie sont les idées fondamentales de l'UPC. On peut les actualiser, tout ce qu'on veut. Mais ce sont les idées fondamentales de l'UPC. Il était très attaché à ça. Il ne pensait que Cameroun. C'est pour ça que je pense que on se souvient que lorsque la crise anglophone a commencé, il a pris des positions très courageuses. Tout à l'heure, on va voir, lorsqu'on va parler, lorsqu'on reviendra à propos du et de voir, et ça peut permettre de clarifier que les charognards qui viennent s'agiter maintenant autour de son corps n'ont jamais partagé ces combats. Effectivement. Jamais. Ils n'ont jamais partagé ces combats. Quand Anissé recevait des coups, eux et leurs médias se moquaient des coups qu'il a reçus, même au risque de sa vie. Je sais de quoi je parle, je me rappelle très bien à l'époque, je sais de quoi je parle. Tous ces médias qui ont pignon sur eux, appartenant à des lobbies, faisaient tout pour qu'Anissé n'émerge pas, que sa figure n'émerge pas. Parce que ça faisait peur. C'était l'UPC authentique, l'UPC de Dieu. Il fallait tout faire pour qu'il n'émerge pas. Oui, ces médias qui ont pignon sur lui là, qui crient maintenant là, autour de lui là, et tous ceux-là qui sont maintenant les charognards politiques. Les charognards qui découvrent les vertus héroïques, qui cherchent des héros. À l'époque, ils ne voulaient pas le voir. Ils ont tout fait pour cantonner Anissé Kane, le cantonner et empêcher qu'il émerge. À l'époque, moi, je me rappelle quand la fin du 9 pandémie émerge, tous ces médias disaient, et tous leurs réseaux, hey, on est en train de repositionner ce monsieur à l'échelle nationale. On est en train de le repositionner. J'étais au cœur de ce combat. Tous ceux qui sont familiers, qui savent, tous ceux qui ont vécu au Anissé Kane savent de quoi je parle. Donc, je suis très surpris. Je ne peux pas me mêler à des gens comme ça. Je ne peux pas. Ni accepter tout ce qu'ils font là autour. Donc, cette grande idée épéciste, panafricaniste, il a incarné ça, il a remis ça sur la scène. Les formations internes qu'on a fait,
Au Manidem. Mais bonsoir. Le produit est devant vous. Il faut être malhonnête pour ne pas. Et ça n'est jamais. J'ai vu quelqu'un attaché à l'unité de ce pays, attaché à la vraie pensée précise des des Wandje, des Mounier, l'unité du Cameroun, abhorrant le tribalisme. Et ça lui a coûté même le fait qu'aujourd'hui, comme l'autorisme en vogue, certains disent que bon, il n'a rien fait pour le savoir. Il y a ce débat-là. Ça devait être tellement. Je ne pense pas qu'on puisse convoquer ça dans un plateau comme ça. Je vais vous dire à quel niveau il avait tellement attaché au véritable héritage du PC, il ne voulait pas d'une manière ou d'une autre qu'on attache le PC à une tribu ou à un courant tribal. Toute sa vie, il s'est battu pour ça. Si vous permettez, Monsieur le Président, je pense qu'il se dit de certaines confidences que sa vocation du PC était née de l'assassinat de Wandé. Il a vécu ça jeune. Il a toujours dit. Et cela l'a profondément marqué. Il nous l'a toujours dit. Il a déterminé son choix politique. Il nous l'a toujours dit. C'est un fait, c'est connu, je ne reviens pas dessus. Tout le monde le sait. C'était son témoignage. Chaque fois, Wandé était son héros préféré. Wandé. Monsieur le Président, pour sortir sur la question. S'il avait une préférence, hein, mais il parlait beaucoup de Wandé. Parce qu'il y a cet événement, il est né, il a vu la scène. Donc, c'est ça son traitement politique. L'unité du Cameroun, l'indépendance du Cameroun, le panafricanisme. Le Cameroun est notre patrie, l'Afrique est notre avenir. C'est le slogan, c'est ça la devise du Manidem. Donc, c'est pas la formation qu'on faisait, c'était autour de cela. Donc, c'est ça son héritage politique. Il n'a pas laissé autre chose. La parenthèse Chiroma, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Les parenthèses Camp et consorts ne peuvent pas, n'ont rien à voir dans l'héritage politique d'Anissé Kane. Monsieur le Président, pour sortir sur la question, si on vous demandait de qualifier Anissé Kane en 3 mots, que diriez-vous? Très courageux. Très courageux. Très courageux. 2. Ça va à la détermination. Bien formé politiquement. Bien formé. Politiquement. Oui, bien formé politiquement. Et 3. Il avait un sens de l'abnégation que je ne peux pas ne pas convoquer ici. Abnégation. Oui, pourquoi? Je vais vous expliquer. J'ai vécu. Je voyais comment nous on vivait à l'époque. On vivait de rien. C'était un peu le maquis. On vivait avec très peu, et il avait accepté ça. Il avait accepté de vivre comme ça, de ne pas avoir d'héritage, de ne pas avoir de patrimoine, de ne pas avoir d'héritage financier, etc. Il avait accepté ça. On peut pas. Quand je vois tous ces gens, vraiment, quand je vois tout ça, ça donne de la peine de voir ce qui se passe là. Les gens ne savent pas de qui ils parlent. Ils ne savent même pas de qui ils parlent. En fait, moi je pense que c'est-à-dire, voilà le vrai assassinat dans les Si assassinat il y avait à convoquer ici, voilà le vrai assassinat. Faire ce que les gens veulent faire là autour. Mais on est là. Noté, Monsieur le Nous sommes là. Monsieur le Président Bandakani, évidemment que dans la polémique qui a pris pignon sur rue dans le procès de la République camerounaise, en fait, vous avez clairement dit qu'il y a des camps qui s'affrontent. Il y a des camps de ceux qui veulent, n'est-ce pas, entre guillemets, le présenter comme un héros, sur la base de cette alliance récente qu'il a contactée avec eux, et ceux comme vous, qui l'avez côtoyé de très près et qui est en capacité de pouvoir clairement indiquer qui était l'homme Anissé Kane. Mais M. le Président Bandakani, dans une sortie récente, supposément pour apporter sa part de vérité à la polémique, le MINAT, le ministre pour la Tanganyika, a cru bon de faire une sortie sur la question. Et il a fait des déclarations qui ont profondément outragé beaucoup de personnes, parce qu'il a dit, et je le cite, le président Anissé Kane, toute sa vie, a fait du désordre. Je le cite encore. Vous comprenez bien la profondeur de cette déclaration qu'il a faite publique. Il dit, le président Anissé Kane, toute sa vie, a fait le désordre. Monsieur le président Bandakani, ces propos qui sont essentiellement péjoratifs, est-ce qu'ils sont fondés, monsieur le président Bandakani? J'ai beaucoup de respect pour le ministre Katangandi, c'est ma tutelle. C'est ma tutelle, c'est la tutelle des partis. C'est un homme très engagé, passionné de sa fonction, il est très engagé. C'est le ministre national, monsieur le président. C'est le ministre national qui écrase. Il a eu l'occasion d'expliquer ce qu'il entendait par ça. Ce sont ses mots, il a son style.
Donc, nous avons beaucoup de respect pour lui et pour sa fonction, mais sur la question, je ne partage pas du tout ce qu'il a dit. Pas du tout. Si toute la vie d'Anissé Kane a été du désordre, je suis dans le produit du désordre. Je suis produit du désordre. J'y ai passé 10 ans de ma vie avec Anissé Kane. A fait le désordre avec lui. Voilà, donc, il faut faire extrêmement attention. Deuxièmement, Oumniobert, Wandje, Moumi et les autres ont été présentés par les Français comme étant des bandits, des criminels. Récemment encore, Wandje a été... Le général Semenge, jusqu'à aujourd'hui, considère qu'ils étaient des terroristes. Mais l'État camerounais a fini par leur donner le statut que nous connaissons tous désormais. Effectivement. Héros national. Et M. Atangandi représente quand même, est un représentant de notre État. C'est-à-dire qu'au nom de cette filiation consacrée, consacrée sur un piédestal élevé par la loi de notre pays, pas une loi nationale et par le chef d'État du Cameroun, M. Atangandi développe se souvenir de ça au moins pour cette filiation, sauf à réduire le PC à ce qu'on voit, c'est-à-dire à être simplement accompagnateur du RDPC. Même ça, faut, comment dire ça, il ne devrait pas dire ce qu'il a dit. Le président de la République du Cameroun a écrit un livre. C'est son livre politique, son programme politique. Dans ce livre-là, dans une des pages de ce livre, il dit que le Cameroun n'aurait pas été indépendant sans l'action des dignes fils de ce pays qui ont donné leur vie pour ça. Mais le président du Cameroun, il sait très bien que les Français appelaient ces dignes fils des bandits, des terroristes, des gens qui font le désordre. Ça. Donc, Anissé Kane était condamné au tribunal militaire à l'époque, dans le cas du procès Yondo Black. Après l'acte héroïque qu'il a posé devant le tribunal militaire, le président de la République a dit à ses partisans, préparez-vous à une éventuelle concurrence. C'était le retour multipartiste. L'affaire du 9 de Panda a débouché sur... Pour ne parler que de ça. A même aidé le président à reprendre la main son armée à l'époque. À l'époque. La lutte, le comité de délestage a poussé le gouvernement camerounais à prendre en charge la question de l'énergie plus sérieusement. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de ce travail-là. Pendant que nous le faisions, les Camerounais, pour la plupart, buvaient la bière non glacée. Les Camerounais sont ensemble, monsieur le président. On ne reprocherait pas de boire la bière. Non, je ne reproche pas, je fais seulement le constat. Pour quand nous on marchait. Donc, ce n'est pas ça une vie de désordre. Il a été candidat à l'élection présidentielle à plusieurs reprises dans ce pays. Un désordonné, sauf à admettre que le Cameroun fait la promotion d'un désordonné. On voit mal l'institution du Cameroun accepter candidat à l'élection présidentielle de désordonné à plusieurs reprises. Je pense que sur cette question, les mots du ministre ont débordé sa pensée. Ça peut arriver dans la vie. Il aurait mieux fait ce terme, voilà. Ou alors de ne pas qualifier Anissé Kane de ce terme-là, qui est essentiellement péjoratif. En tout cas, je viens de marquer mon désaccord avec des arguments. C'est noté, monsieur le président. Mais ça n'empêche pas de respecter monsieur le ministre de la Santé territoriale. Oui, vous rappelez que c'est la tutelle des partis politiques. Vous préservez les réprimandes éventuelles. Non, je respecte ma tutelle. C'est noté, monsieur le président. Donc vraiment, pour dire qu'Anissé n'a pas mené une vie de désordre. C'est une vie consacrée à son pays et il a payé très cher. Il a payé très cher. C'est noté, monsieur le président. Voilà. Et puis d'ailleurs, toujours, vous savez, il y a des gens qui étaient très ordonnés, jusqu'aux années 82. Et qui en 84 sont devenus des putschistes. Je préfère ne pas réfléchir sur ce dossier-là. Non, pourquoi? Je vais loin. Je vais loin. Le ministre est passionné par sa fonction. Vous savez, on ne peut pas réduire l'État au maintien de l'ordre. L'État dépasse le maintien de l'ordre. L'État a des racines. L'État a une histoire. L'État a une filiation historique, même idéologique. L'État, ce n'est pas seulement le maintien de l'ordre. Donc, vous voyez très bien qu'il y a des gens qui étaient, avant 82, des figures majeures de l'État. Ils incarnaient l'ordre, ils incarnaient la discipline, le sérieux, mais à la faveur des désaccords profonds qu'il y a eu entre le président Biya et son prédécesseur et son illustre
prédécesseur, comme il avait lui-même l'appeler. Ils ont retrouvé du côté du désordre. Ils ont fait le désordre. Noté, au risque de mettre en péril la nation. En faisant attention. Monsieur le président Bandakani, le ministre pour la Tangadi, dans cette même sortie, il recuse de manière péremptoire au président Anissé Kani la qualité de martyr et de héros, à titre posthume, parce que vous le savez certainement, ces nouveaux alliés politiques qu'il a contactés au soir de ses amis politiques, le désigne comme tel, monsieur le président Bandakani. Est-ce que vous pensez que le ministre de la territoriale pour la Tangadi a compétence pour véritablement qualifier le parcours de Kani de martyr ou de héros, monsieur le président Bandakani? Je termine en disant, monsieur le président Bandakani, là nous voulons votre réponse sincère sur la question. Est-ce que le président Anissé Kani, du haut du parcours, vous avez clairement indiqué, peut-être qualifié de martyr politique ou de, non, héros national, ou alors de martyr démocratique, monsieur le président Bandakani? D'abord, je voudrais dire une chose, il faut faire attention. Vous savez que je me suis toujours démarqué de la campagne de diabolisation dont est victime le ministre Tangadi. Effectivement. Je me suis de ça. C'est un haut commis de l'État qui fait son travail. Et ce n'est pas à nous de le juger, c'est celui qui l'a nommé qui apprécie son travail. Mais moi, je suis frappé par son engagement, par la passion qu'il met dans son travail et par l'attachement qu'il a à la légalité républicaine en matière de l'ordre. Je suis frappé par ça. L'État a besoin de ça. L'État a besoin de ça. Un parti politique qui aspire à gouverner ne peut pas cracher sur un tel engagement, un tel engagement, un tel volontarisme, etc. Moi, je me démarque de toutes les campagnes de diabolisation. Le ministre Tangadi. Maintenant, quand je l'ai dit, le ministre Tangadi n'a jamais dit qu'il avait qualité pour dire qu'il était héros. Il a donné son point de vue. Gardons de la mesure. Son point de vue. Il a le courage de donner son point de vue, comme d'autres en ont donné. On reste à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas lui attribuons pas des prétentions qu'il n'a jamais eues. Il n'a jamais dit que c'est lui qui décennait. Il a donné son point de vue. Maintenant, c'est ce point de vue. Votre question est très délicate. Et comme je vous ai dit, il faut savoir raison garder. Quand on est face à des situations qui appellent le sérieux, de la retenue et beaucoup de lucidité. Anissé Kane a posé des actes héroïques. Je vous ai cité quelques-uns tout au long de l'intervention. Maintenant, il y a eu quelqu'un au niveau des héros nationaux. Ça va au-delà des actes héroïques que la personne a posée. Vous savez, et c'est à ce niveau que je vais approfondir mon témoignage, on dit chez nous que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous dites la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que les actions héroïques d'un homme, Anissé en a posé plusieurs durant sa vie. Je suis témoin, je vous ai cité. Quand on parle de héros national, il faut bien que les actions héroïques qu'il a posées au début de sa carrière, tout au long de sa carrière politique jusqu'à la fin, soient restées en cohérence jusqu'à la fin. Je ne dirais pas plus que ça. Voilà. Maintenant, Oumniobe ou Andie Boumnier n'ont jamais réclamé. Le héros ne dit pas je suis héros. Il n'a jamais dit. Je connaissais. Je lui donne un titre posthume. Voilà. Mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas. Quand on voit les gens qui s'agitent autour, on voit que c'est pas sérieux. Non, pas de qualité à le. Non, il s'agit, c'est-à-dire que c'est pas, leurs intentions ne sont pas bonnes. Quand on parle d'élever quelqu'un au statut de héros national, il faut des intentions saines. Il faut un certain recul. Il faut de la sérénité. Une grande dose d'impartialité. Là, on a affaire à des charognards qui rôdent autour d'un corps. Parce qu'ils sont en mal de fonds, ils sont en mal de fonds de commerce. Il faut qu'ils aient des éléments pour leur fonds de commerce. Ce n'est pas dans une telle atmosphère qu'on pense à élever quelqu'un au niveau de héros national. Et généralement, il y en a qui sont entrés dans ce statut de leur vivant. Malheureusement, Anissé est parti. Donc, il faut laisser l'histoire. Il faut laisser l'histoire créer les conditions de son élévation à ce titre-là. Si c'est nécessaire. Il faut laisser l'histoire le faire. Et généralement, le héros, au-delà des qualités de courage qu'il manifeste de manière particulière, d'audace, d'abnégation, le caractère sacrifice qu'il manifeste, le héros
Et l'idée de l'héroïsme dépend des valeurs partagées. Ça veut dire que à l'heure où vous dites qu'Anissé Kane doit être élevé au niveau des héros, pensez à tous ceux qui estiment qu'il n'est pas digne de ce statut. Il y en a. Donc, pour dire que l'idée d'héroïsme, ça dépend des valeurs qu'on partage. Vous partagez des valeurs de quelqu'un, vous êtes un nombre, vous partagez ces valeurs, il est facile pour vous de l'élever à ce statut. Mais quand on dit national, héros national, le débat change. Parce qu'il faudra que même ses ennemis donnent leur point de vue sur la question. Approuve au moins la oui, tout à fait. Non, il faut que la puissance des actes qu'il a posés prenne le pas sur la haine ou bien le rejet manifesté, le pas sur l'adversité qu'il a subi, qu'il aurait subi de la part de ses ennemis. Discutons pas de national, héros national, c'est ça qu'il s'agit. Donc je pense qu'il faut respecter. Le dessin de ces cas, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Il faut que les gens fassent attention. Maintenant, que ses proches l'élèvent à ce niveau, ils ont le droit. Ils peuvent même le déifier, ils ont le droit. Mais héros national, c'est vous-même qui dites national. Ah oui. Ça convoque d'autres paramètres très sérieux en tout cas. Très sérieux qui ne sont pas pris en compte par ceux qui sont. Ceux qui le font actuellement. Ouais, ceux qui font le bruit, qui sont dans l'instrumentalisation la plus grossière et indécente. Noté, Monsieur le Président Banakani, on va encore, une fois de plus, un peu créer de la polémique, mais cette fois-ci, une polémique qui a eu lieu avant. Parce qu'en 2010, nous rappelons, vous avez démissionné du Manidem. Il y a eu une controverse tout autour de cette démission. Bien évidemment, après avoir gravi les échelons jusqu'à arriver à la fonction prestigieuse de président national du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Alors, vous avez décidé de démissionner en 2010 et en 2011, vous avez créé votre propre parti, le Nouveau Mouvement Populaire, et vous revendiquez d'être aussi héritier de mouvement UPCiste et d'être néo-panafricaniste. Mais nous remarquons qu'avec le départ dans les conditions qui seront bientôt élucidées du président Anissé Kane et fort des options politiques et des alliances politiciennes récemment contractées par ce dernier, votre séparation ou alors votre séparation qui aura été consommée suite à votre décision de quitter, pour vous, est-ce que cette démission a été salutaire? Ou alors, elle a été salutaire? Si on s'arrête là pour le moment, est-ce que votre démission a été salutaire et permet pour vous de faire votre propre trajectoire politique? C'est une évidence. Vous parlez des évidences. Si elle n'était pas salutaire, je serais resté au Manidem. Même comme militant de base. Si j'ai démissionné, c'est parce que j'estimais que bon, il était temps d'expérimenter d'autres sensations politiques, d'autres expériences politiques. Et au regard de tout ce qu'il a contracté comme nouvelle alliance, est-ce que ça vous démontre à suffisance que vous avez fait le bon choix? Parce que peut-être vous n'auriez pas eu à vous aligner à ces alliances-là. Quand on aura fini avec sa mort, je me prononcerai sur ces questions-là. Par respect pour sa mémoire et son corps qui est encore là, je n'entrerai pas dans le débat sur ces alliances. Simplement, je dirais que c'est évident que c'est connu, l'autorité publique, nos chemins ont divergé, ont sérieusement divergé. Je n'ai plus le même rapport à l'État, je n'ai plus le même rapport aux institutions que j'avais au Manidem, ça c'est connu. Et je revendique ça, je suis très fier de ça. D'ailleurs, je crois qu'à ce niveau même, comme d'habitude, j'ai été un précurseur. J'ai développé un chantier qu'aujourd'hui, il y a une course pour s'inscrire dans cette dynamique aujourd'hui. Une bonne partie de l'opposition est devenue la salle d'attente des barons du régime. Ça se voit, il n'y a plus de débat là-dessus, ça se voit. L'antibiaisme primaire, un matin, l'antibiaisme primaire aujourd'hui chez nous n'est pas sur le marché comme on dit, parce que quand on voit que
des barons du régime peuvent démissionner à 2 mois d'une élection et devenir des parangons du changement, au point de nécessité de mobiliser tout ce qu'on a vu. Il faut bien comprendre en compte la complexité de la vie politique camerounaise. Et ça, je le dis depuis des années. Donc, de ce point de vue, c'est consommé, Madame Yapou. Nos stratégies ont divergé totalement. Nos méthodes ont divergé. Ma trajectoire est désormais connue, mais l'essentiel est resté. Je suis resté panafricaniste, j'ai gardé ça. Je suis resté. Je ne revendique pas d'être PCiste, je suis PCiste. Je ne revendique pas, il n'y a rien de mal, je suis PCiste. Monsieur le Président, nous allons sortir donc définitivement sur la question de Anissé Kane. Mais avant que vous nous donniez votre mot de fin, on aimerait que vous partagiez avec nous une blague que vous avez gardée du président Anissé Kane. Oh, les circonstances sont encore graves, vous voulez blaguer. Oui, c'est aussi une forme de... Dieu n'interdit pas la blague. Oh, ben, il y a beaucoup de blagues. Hein. Anissé était très blagueur. Il avait cette bonne humeur reconnue par tout le monde. Il était toujours de bonne humeur. Rarement, vous trouvez Anissé de mauvaise humeur. Ça, j'ai gardé ça de lui. La capacité tout de bonne humeur malgré les difficultés de son combat et même de sa vie. Donc, tellement de blagues. Mais il y avait une blague qui me revient. Il me dit, l'esprit veut, mais la chair est faible. Bon, pour ceux qui connaissent ses orientations philosophiques, on voit très bien que c'était de la blague, parce que les choses de l'esprit, c'était pas son dada préféré. Je veux dire, au sein de la religion, tout ça. Voilà. Les marxistes sont athées. Bon, oui, lui, tout à fait. Lui, il assumait ça. C'est connu, hein. Ce n'est pas le dit, c'est connu. Il avait bien blagué à chaque fois. L'esprit peut, mais la chair est faible. Il m'a bien blagué ça. La chair est faible. Ouais, ouais. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, d'avoir prêté de beaucoup de temps pour prononcer. C'est pas la première sortie en rapport avec cette situation-là. J'avais l'obligation de le faire au regard de ce que tout le monde, je suis un des principaux témoins de sa mémoire. Effectivement. Avec le parcours que j'ai eu et du rôle qu'il a joué dans ma vie, dans ma vie politique. Vous lui devez, Monsieur le Président, vous êtes votre dette entre guillemets. Tout à fait. Monsieur le Président Madakan, nous allons aborder la deuxième thématique d'entrée de cette émission et elle est essentiellement consacrée à une situation qui s'est produite récemment. Il s'agit évidemment d'un communiqué rendu public par le MINCOM, porte-parole du gouvernement camerounais, M. René Manuel Sadi. Et il a fait en réaction à un communiqué antérieur au sien, notamment produit par l'Union européenne. Et dans ce communiqué-là, le ministre de la Communication a bien voulu répondre de manière précise parce qu'il estimait que le communiqué avait été produit antérieurement par l'Union européenne était à la limite d'un affront. Et nous voulons indiquer ici clairement que dans son communiqué, le ministre de la Communication a eu un ton ferme. Et il a clairement indiqué, de manière diplomatique bien sûr, que ce que l'Union européenne a produit comme communiqué était au moins une sortie de piste, au pire, une dérive diplomatique notoire. Nous voulons ici repréciser son paragraphe de conclusion. Et il dit, et nous le citons, le gouvernement invite la délégation de l'Union européenne à plus de réserve et de retenue et à s'attacher davantage à œuvrer au maintien et à la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre l'Union européenne et le Cameroun. Monsieur le Président Manakani, vous imaginez que lorsque vous avez lu ce communiqué, vous avez eu un sourire en coin, tellement le ton qui est employé est semblable à ce que vous employez souvent lorsque vous parlez des questions en rapport avec les services diplomatiques. Monsieur le Président Manakani, une fois que vous avez fini de sourire, Monsieur le Président Manakani, que vous suggère ce communiqué du MINCOM en réponse au communiqué de l'Union européenne, Monsieur le Président Manakani? Nous félicitons le ministre René Sadi. Nous félicitons le ministre René Sadi. Nous félicitons l'État du Cameroun pour cette réaction appropriée, courageuse et claire à l'affront et à la dérive diplomatique caractéristique de l'Union européenne en rapport avec notre pays, le Cameroun. Bon, je me suis totalement retrouvé dans ce communiqué et c'est un signe que les choses changent énormément. C'est un signe des évolutions qui caractérisent désormais nos relations avec ce que vous appelez partenaires. Donc voilà, vous me demandez ce que je pense.
Oui, Monsieur le Président. Ma réaction, là, voilà, à chaud, à première vue, de ma réaction. Donc moi, je partage totalement le ton, le style, je partage totalement le communiqué du gouvernement camerounais par l'intermédiaire de son porte-parole, M. Emmanuel René Sadi. Monsieur le Président Banakani, le gouvernement du Cameroun a décidé d'utiliser un ton plutôt ferme, cette fois-ci, à l'égard de l'Union européenne. Cette attitude rarissime du gouvernement camerounais qui flatte assurément l'ego de certains nationalistes et souverainistes dont vous en faites partie, ouvrant ainsi la porte à un chauvinisme conjoncturel. Monsieur le Président, l'Union européenne, en rendant public un pareil communiqué, n'est-elle pas dans son rôle diplomatique si l'on considère que la base du partenariat entre le Cameroun et l'Union européenne est évidemment la défense des droits et la promotion des droits de l'homme? Monsieur le Président, n'est-il pas dans son rôle? Je vais réagir par rapport à certains mots que vous avez utilisés. Vous parlez de nationalisme, souverainisme. Il faut faire attention avec des mots. Achille Mbembe qualifie l'action des panafricanistes de souverainisme. Et dans son acception, c'est péjoratif. Il veut minimiser l'action des panafricanistes. Il faut donc clarifier ce que vous entendez par souverainisme. Mais je ne veux pas vous le demander ici, mais je me démarque de ce type de... je ne sais pas, si c'est ce type de souverainisme, ça me concerne, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Deuxièmement, il n'y a pas de chauvinisme conjoncturel. Qu'est-ce que vous appelez chauvinisme conjoncturel? Bon, ceux qui aiment leur pays, peut-être de... Vous avez voulu... Non, je réagis. Vous utilisez les mots que vous utilisez, vous êtes dans votre rôle, mais je dis, il n'y a pas de chauvinisme conjoncturel. Il y a la défense de nos intérêts. Il y a la défense des intérêts du Cameroun. Il y a la promotion de nos valeurs. Donc ça n'a rien à voir avec, avec ces mots-là. Alors pour dire quoi? Il faut dire que, d'abord, l'Union européenne se cache toujours derrière la promotion et la défense de ses prétendues valeurs pour se livrer à ce type d'impérialisme politique et d'impérialisme culturel. Une chose est de défendre ses valeurs. Une chose est de faire dans l'impérialisme et dans le paternalisme le plus abject. Vous, si vous avez un partenaire, le Cameroun est donc un partenaire de l'Union européenne, puisque c'est le mot consacré. Bon, moi, ça m'amuse, hein, ce partenariat-là. Donc, c'est le mot consacré. On s'attend à ce que, si vous avez des valeurs, la décence diplomatique vous demande de tenir compte des valeurs de celui de votre partenaire. Ce n'est pas le cas. On est dans la pure dérive impérialiste. Et en plus, une espèce de légèreté diplomatique et stratégique, mais qui est conforme à la nature impérialiste de l'Union européenne. D'abord, l'idée que l'Union européenne se fait les droits de l'homme n'a rien à voir avec les droits de l'homme au sens même historique de ce mot. Tel que la notion est consacrée même dans la Charte des Nations Unies et tous les documents connexes. Quand l'Union européenne parle de droits de l'homme, elle est dans le droit de l'hommisme, c'est-à-dire droit de l'homme instrumentalisé dans ses démarches géopolitiques et dans sa politique impérialiste à l'égard des pays africains. Elle dit droit de l'homme. Alors, si vous lisez l'histoire des droits de l'homme, si vous voyez comment cette notion est consacrée dans la Charte des Nations Unies, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Les droits de l'homme sont indivisibles. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des droits de l'homme politique en les séparant des droits de l'homme économique, culturel. Elle lit la Charte. Moi, je n'étais pas là quand ils écrivaient. Hein. Je n'étais pas là quand ils écrivaient. Donc, tous les documents connexes à cette charte-là, c'est ce qui a fait déboucher sur des pactes civils, des pactes sociaux, tout ça, tout ce qui est lié, différents pactes économiques, sociaux, qui sont connexes, n'est-ce pas, à la Charte des Nations Unies. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Vous voyez que c'est la question. Le fossé est grand. Il parle de quel droit de l'homme? Au niveau même du concept, au niveau de la notion, il y a un problème sérieux. Une organisation, une entité internationale se réapproprie une notion prétendument universelle, se l'approprie, l'ethnicise, l'européanise dans le cadre d'une géopolitique impériale. Donc il y a une déformation de la notion, il y a une amputation de la notion, il y a une défiguration de la notion, il y a un étranglement de la notion qui enlaidit celle-ci.
et faire de cette notion, telle que l'Union européenne l'envisage, un monstre qui boit du sang des peuples, qui sert de prétexte à des guerres organisées, à des révolutions de couleur, à l'assassinat des dirigeants des nations, etc. Donc on est là devant une démarche quasi, elle n'est pas quasi, une démarche de criminalité géopolitique. C'est ça. Donc, à partir du moment où vous avez une bonne connaissance de la notion des droits de l'homme, telle que la Charte des Nations Unies l'a consacrée, vous comprenez qu'on a affaire à une manœuvre d'une diplomatie européenne aux abois devant l'échec de ces plans concernant le Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. D'ailleurs, sa pratique en la matière la déshonore et la décrédibilise dans ses prétentions à vouloir sermonner le Cameroun, à vouloir se mêler des affaires intérieures du Cameroun en ramassant, en reprenant à son compte le bruit de ses agents internes. Mobilisés pour la cause. Donc, ne séparez pas le bruit des agents internes. Des influenceurs. Tous ces gens, ces politiciens, toute la horde de défenseurs des droits de l'homme. De tout cela, des droits de l'homme, n'est-ce pas, qui s'agit autour de la dépouille du président Nissé Kane, de sa mort, pour pas les séparer avec l'Union européenne. Ils travaillent ensemble. Ils sont ensemble. Donc, c'est un agenda bien monté. Donc l'Union européenne est en train d'attaquer le Cameroun, d'agresser le Cameroun, de provoquer le Cameroun. Bon, nous, on attendait la réaction ferme, et elle est ferme, elle est à la hauteur de la front. Il faudra aller même plus loin. Ça ne parle pas de nous. Il faudra aller même plus loin. Donc, vous voyez très bien que, donc, quand il fait de dire ça, je reviens à la pratique de l'Union européenne. Mais vous vous demandez, bon, on est dans quel monde là? Ils savent même de quoi ils parlent. Ou bien on a affaire à des sorciers, à des vampires. Il faut être vampire pour faire ça. Vous voulez qu'on cite des cas? L'Union européenne, c'est une terre où la violation généralisée des droits de l'homme est élevée au niveau des politiques. C'était quoi le Covid? Monsieur, on va rester sur le sujet du Cameroun, je crois bien. Avec je suis dans le sujet. C'était quoi le Covid? C'était une attaque. La présidence de l'Union européenne, c'est du point de vue de sa politique covidienne, c'est une criminelle. Sa place est en prison. Jusqu'à aujourd'hui, tous les documents sont classés secret défense. On a tué des gens. Sous le prétexte de livrer une guerre à un virus, on a tué des gens. On a assassiné, assassinat généralisé. Il veut parler d'assassinat ici, en ramassant des rumeurs. Là, c'est prouvé. Ils n'ont qu'à déclasser le document. Hein? Ôter secret défense. Aujourd'hui, aux États-Unis, partout en Europe, on en sait assez sur le Covid. Bon, c'est plus un débat. On en sait assez sur le Covid. Je ne reviens pas sur les gilets jaunes en France. Qu'a fait l'Union européenne? Les droits de l'homme, en Europe, les citoyens des gens sont assassinés par des réseaux d'États sans procès. Les gens sont, les maisons, les gens sont, le domicile des citoyens sont violés tous les jours. Ça qui a des conséquences. Revenons sur Gaza. Vraiment, ça m'amuse. Hein. On voit très bien que à partir de Gaza, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils doivent se taire. Ils doivent fermer leur bouche, comme on dit au quartier. Quand on dit droit de l'homme, ils doivent se taire. Il n'y a qu'à l'Afrique qui veut faire ça. Donc tout le monde sait désormais que l'Union européenne, les pays occidentaux, dit que sont disqualifiés désormais pour convoquer les notions de droits de l'homme. Le monde entier le sait désormais. Donc, comment on dit ça? Avant de voir la poutre qui est dans l'œil du voisin, il faut enlever la paille qui est dans vos yeux. C'est noté, monsieur le président. Mais dans l'Union européenne, leurs yeux, c'est rempli de poutres. Ils font comment pour voir les situations qu'il y aurait au Cameroun en matière de violation des droits de l'homme. Il faut comment pour voir. Attendez, vous voulez qu'on parle de l'Ukraine?
Des gens qui ont dit on va faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans leur jusqu'au boutisme criminel, ils préfèrent vider l'Ukraine de sa jeunesse, de ses forces vives. Ça s'appelle quoi? C'est du massacre. Envoyer les gens à la mort, par milliers, par centaines de milliers. Tout ça connu aujourd'hui. On peut citer plein de cas. Donc vraiment, c'est une très bonne réaction de l'État du Cameroun. Il faudra continuer dans ce sens. Il est temps que ces gens-là reviennent sur Terre et qu'on les aide à guérir de leur maladie éternelle, savoir l'impérialisme. Notez, Monsieur le Président Mandakani. Monsieur le Président Mandakani, vous êtes visiblement, vous réjouissez de ce ton ferme que l'État camerounais a employé lorsqu'il s'adressait à... Vous voulez que je pleure? Je constate que vous réussissez, Monsieur le Président. Je n'ai pas dit que je voudrais que vous pleurez. Je constate que vous réussissez, Monsieur le Président. C'est mon droit aussi, Monsieur le Président, je suppose. Bien sûr. C'est mon droit de l'homme. Oui. De constater que vous réussissez. D'accord. C'est noté, Monsieur le Président. Droit de l'homme, monsieur. Et ce terme, ce ton, Monsieur le Président, qui était ton ferme, n'est pas très différent du vôtre, Monsieur le Président. Parce qu'on a souvent le souvenir, lorsque vous prononcez des questions à rapport à l'Union européenne, moi, notamment ces positions, vous êtes souvent très dur envers eux et le ton n'est pas très différent de ce que le ministre de Mincom a employé comme Monsieur le Président Mandakani. Je suis dur. Il y a une question qui nous vient à l'esprit qu'on va le poser. Attendez, je suis dur. Non, je dis que votre ton est ferme. On est juste. Au moins autant ferme. Non, on est juste. Celui de Mincom. On a un ton qui est à la hauteur de leur dérive. C'est noté, Monsieur le Président. Monsieur le Président Mandakani, s'il vous arrive, et sincèrement nous vous le souhaitons, Monsieur le Président, que le NMP accède au pouvoir d'État au Cameroun et que vous, le Président Mandakani, deveniez le président de la République du Cameroun, est-ce que vous allez renoncer au partenariat actuel entre le Cameroun et l'Union européenne, qui, devons le rappeler, est un partenariat dont les bénéfices sont évidents pour le Cameroun, et on parle ici en termes de milliards de francs CFA par année. Je prends deux cas, Monsieur le Président, pour indiquer, par exemple, qu'entre 2019 et 2019, 62 milliards de francs CFA ont été donnés au Cameroun dans le cadre d'un projet de productivité agricole et de gouvernance. Entre 2020 et 2021, 15 milliards pour les réformes budgétaires, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez renoncé à cet argent, Monsieur le Président Mandakani? Bon, ce n'est pas une aide. C'est notre argent qu'on nous renvoie sur une autre forme. Ce n'est pas une aide. Pas une aide. Vous connaissez le nombre de bénéfices que les entreprises européennes se sont fait sur les préférences dans le cadre des accords de Lomé, par exemple, les tarifs préférentiels qu'on nous a donnés, entre guillemets, mais qui servaient à favoriser les exportations de rente agricole au profit des multinationales occidentales et européennes. Ils se sont fait des sur-bénéfices et ils continuent à le faire. Ça rapporte des taxes, ça rapporte en termes d'impôts de taxes, ça rapporte de l'argent au Cameroun. Il y a toute une filière économique et commerciale qui est née. C'est l'histoire qui a favorisé ça. C'est ça qui explique aujourd'hui le lien. Ça sert de soubassement, si vous voulez, infrastructurel à ce partenariat. C'est ça qu'on a transformé en APE, si vous voulez. C'est tout ça. Bon alors, ils se font énormément d'argent. Ils vont prélever un peu dessus, ils nous envoient, ils font comme s'ils donnaient quelque chose. Bon, le partenariat, il est là. Je voulais rappeler ça. Vous me demandez ce qu'on ferait sur le pouvoir, je vais vous dire. Pour nous, ce partenariat, comme on l'appelle, va servir de moyen pour une fin qui dépasse ce partenariat. C'est-à-dire, Monsieur le Président. Ah, très bien, vous avez bien compris. Ça va me servir de moyen pour une fin qui dépasse ce partenariat. C'est-à-dire qu'on va examiner rapidement ce partenariat. Les points, les aspects du partenariat qui nous sont défavorables, on va travailler très, très rapidement pour les changer. Et nous allons créer un cadre stratégique pour que, comme je vous dis, ça soit un moyen pour dépasser ce partenariat. Parce que c'est un partenariat de nom. Je vais vous dire quoi? Je n'ai pas une approche épidermique de ces questions-là. De toutes ces questions stratégiques. Le fait pour moi d'être anti-impérialiste, de dénoncer l'impérialisme ne veut pas dire que j'ai une approche épidémique. Donc, un partenariat là, on l'examine. Quels en soient les bénéfices au niveau national, qu'est-ce que ça nous rapporte exactement. Dans les aspects positifs, on les garde. Ce qui est négatif, on crée des conditions pour les changer rapidement, dans une perspective qui est claire. En faire un moyen pour le dépasser. Voilà. Monsieur le Président, comment entrevoyez-vous l'avenir avec l'Union européenne, entre le Cameroun et l'Union européenne? Je n'entrevois rien. On aura l'avenir que les Européens décideront d'avoir avec l'Afrique. Est-ce qu'il faut revisiter le partenariat
réviser, autant pour moi, le partenariat entre le Cameroun et l'Union européenne? Évidemment qu'il faut le réviser. Quand on voit l'APE, c'est une escroquerie qui s'est imposée à la faveur d'un rapport de force où les pays africains avaient la corde au cou. Et ils ont imposé ce rapport, c'est ça les APE. Donc, évidemment qu'il faut transformer ces rapports, mais il faudra le faire avec de la stratégie. Et les évolutions dans le monde favorisent même cette révision, cette transformation des relations. Nos relations avec l'Union européenne seront ce que ce qu'ils voudront, hein, ce qu'elle voudra, ce que l'Union européenne voudra. Pourquoi penser qu'il n'y a que nous pour réfléchir à l'avenir? Notre avenir, c'est le monde multipolaire, c'est le monde qui change. Notre avenir, c'est l'Afrique. C'est développer le panafricanisme, le globaliser. C'est là. Voilà, si par rapport à ça, l'Union européenne trouve qu'elle peut s'ajuster pour se mettre à la page, tant mieux. Moi, je ne dois pas, en pensant quel avenir. Non, l'avenir sera ce que l'Union européenne aura décidé. Ce qui est clair, nous sommes de plus en plus, on le sera davantage, intransigeants dans la défense de nos intérêts, intransigeants sur les questions d'indépendance économique, sur les questions de libération à tout point de vue de l'Afrique et des pays africains. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Vous venez là d'épuiser les deux sujets d'accueil que nous avions révisés et brillamment, vraiment, vous avez apporté beaucoup d'éclaircies à ces points. Monsieur le Président, nous allons actuellement entrer dans le vif du sujet de ce soir. On vous l'a dit, la thématique centrale est autour du coup d'État